Bonjour à tous et bienvenue dans le Best-of de France 24, une sélection des meilleurs reportages de la semaine tournés aux quatre coins du monde. Au programme, les talibans continuent de tisser leur toile, notamment au nord du Pakistan. Nous irons dans la province de Gilgit, où des dizaines de personnes ont trouvé la mort ces derniers mois. Et puis au Soudan du Sud, face à l'extrême pauvreté, le mariage des jeunes filles ressemble de plus en plus à une transaction purement pécuniaire. Nous découvrirons le quotidien de ces jeunes mariés dans un instant. Mais d'abord, direction le Chili. Cette semaine, le pays a marqué les 40 ans du coup d'État d'Augusto Pinochet, une page sombre de l'histoire du pays. 17 ans de dictature où environ 3000 opposants politiques ont été tués, des milliers d'autres ont été torturés ou ont disparu du jour au lendemain. Les familles des victimes réclament toujours vérité et justice, témoignages recueillis par Kyle Brown et Nabia Makloufi. Ce médecin légiste prélève un échantillon d'os humain examiné dans le cadre des recherches sur les disparus au Chili. Objectif, identifier les victimes des 17 années de répression sous le régime de Pinochet. En septembre 1973, les forces du général Augusto Pinochet prennent le palais présidentiel de la Moneda et sonnent la fin du régime Allende. Pinochet prend le pouvoir et réprime dans le sang tous ses opposants. Aujourd'hui, on retrouve encore des restes humains de cette période de l'histoire du pays. Là, nous prélevons un échantillon sur ce fémur. Nous avons choisi cet os parce que c'est un os épais. Et les chances de trouver des traces d'ADN sont plus importantes dans cette partie-là du corps humain. Les équipes de chercheurs tentent de faire parler les quelques restes de corps humains retrouvés dans des fosses communes où les forces du régime les avaient enterrés. Après 1978, lorsqu'ils ont commencé à déplacer les cadavres, ils ont laissé des restes dans ces tombes illégales. Ils ont retiré des corps, mais ils ont laissé des fragments d'os. Des analyses plus poussées ont d'ailleurs permis d'importantes avancées. En 2001, des fragments d'os sont découverts dans une mine abandonnée dans le nord-ouest de Santiago. Les analyses ADN ont permis l'identification de 8 personnes. L'équipe scientifique a fourni 10 années d'efforts pour élucider ce mystère. L'une des victimes était le père d'Estela, Fernando Ortiz, un enseignant communiste battu à mort par les forces du régime en 1976. 3 ans plus tard, le mari d'Estela subit le même sort, mais grâce aux révélations de la science, elle a pu faire un premier deuil. L'année dernière, son père a été identifié, soit 30 ans après sa mort. J'ai de la chance parce que même si mon mari a été tué, il y a une justice et on a pu inhumer le corps. Dans le cas de mon père, nous savons maintenant ce qui s'est vraiment passé, mais il y a des centaines de personnes toujours portées disparues. Comme chaque année, pour ne pas les oublier, les familles des victimes se retrouvent au cimetière pour pleurer leurs proches, arrêtés, enlevés ou tués par la junte et la police secrète. Lorena Pizarro n'avait que 10 ans lorsque son père a disparu. Cela ne doit plus jamais se reproduire. Nous allons continuer de lutter pour la vérité et la justice. Aujourd'hui, les familles des victimes accusent d'anciens ou responsables du régime Pinochet de taire les informations qui pourraient les aider à retrouver leurs proches. La raison pour laquelle les disparus n'ont toujours pas été retrouvés, c'est parce qu'un pacte de silence a été signé. Ceux qui ont bafoué les droits humains n'ont jamais livré aucune information. Et c'est parce que les responsables de ces crimes, des civils et d'anciens militaires, ont toujours préservé leur pacte, qu'ils gardent le silence avec une loyauté indéfectible. Le secret si bien gardé par les anciens membres de la junte complique considérablement les efforts de recherche. Mais plus de 40 ans après les faits, les familles des disparus continuent d'espérer.
C'est devenu le nouveau fief des talibans. De plus en plus d'islamistes et d'extrémistes sunnites proches d'Al-Qaïda sèment la terreur dans le Gilgit, une région montagneuse au nord du Pakistan. Attentats, violences sectaires, les minorités ethniques, notamment chiites, sont souvent visées. Notre reporter Taha Siddiqui s'est rendu dans cette région dangereuse mais stratégique, coincée entre l'Afghanistan, la Chine et l'ennemi juré du Pakistan, l'Inde. Le calme de ces montagnes est trompeur, car elles sont devenues le nouveau bastion des talibans pakistanais. Sur la route qui mène à la vallée de Gilgit au nord du Cachemire, les policiers ont dressé des barrages tous les 10 km. Pour éviter les attaques, bus et camions ne voyagent qu'en convoi, escortés par l'armée. À notre arrivée dans la ville, même démonstration de force des militaires et policiers. Leur nombre dans la région a été doublé, de 5 à 10 000 hommes. Leur but ? Conjurer l'avancée des islamistes. Qui vous combattez exactement? Les talibans et les autres groupes qui leur sont affiliés. Certains reçoivent même des fonds de l'étranger. Et concrètement, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, il y a beaucoup de peur, donc nous essayons de rassurer les gens par notre présence pour qu'ils continuent leur activité quotidienne. On assure leur sécurité, mais parfois ça dégénère. Il y a des attentats. Malgré les renforts, les massacres continuent. En juin dernier, les talibans pakistanais revendiquent l'assassinat de 9 trekkers étrangers et abattent les enquêteurs qui travaillent sur l'affaire. Les fondamentalistes s'en prennent également aux chiites, considérés comme hérétiques. Attaques suicides dans les mosquées et exécutions sommaires ont déjà fait plus d'une centaine de morts. Il y a un an, le père de cette famille a été victime de cette stratégie de la terreur. Le bus dans lequel il circulait est arrêté. 19 chiites, identifiés par leur carte d'identité, sont forcés à descendre, puis tués dans des conditions atroces. Ils l'ont frappé à la tête avec des gros cailloux. C'était impossible de le reconnaître. Et après, ils ont roulé sur son cadavre avec leur moto. Il y a les talibans qui arrivent de tout le pays et qui sont venus rejoindre les petits groupes qui existaient avant, mais qui n'étaient pas assez puissants pour s'attaquer à nous avec autant de violence. Derrière toutes ces attaques, le Lashkar-e-Jhangvi, un groupe affilié aux talibans. Les porte-paroles du mouvement ont accepté de nous recevoir dans un lieu tenu secret. Nous voulons que tous les chiites ainsi que les autres minorités soient obligés de respecter notre point de vue, notre version de l'islam. Nous exigeons que le gouvernement passe une loi dans ce sens. Et s'il le fait, nous arrêterons les attaques. Ces groupes djihadistes se sont pourtant développés avec le soutien des autorités. Ils étaient chargés de harceler l'armée indienne au Cachemire. Mais aujourd'hui, ils sont devenus incontrôlables, au point de déstabiliser toute la région. Nous nous sommes battus pour donner des droits aux musulmans du Cachemire et nous l'avons fait avec beaucoup de patience. Mais aujourd'hui, nous ne voulons plus attendre. Et l'Inde va devoir faire face à de douloureuses conséquences. Vous verrez qu'on n'a plus besoin de l'armée pakistanaise pour les combattre. Le peuple pakistanais est 10 fois plus motivé que les militaires. On va donner une leçon aux Indiens qu'ils n'oublieront pas. Nous les tuerons comme nous avons fait du temps de l'indépendance. Alors qu'Islamabad veut normaliser ses relations avec New Delhi, les islamistes souhaitent entraîner la région dans une escalade de violence. Comme la vallée de Swat il y a quelques années, Gilgit pourrait bien devenir le nouveau terrain d'affrontement sanglant entre talibans et forces de sécurité. Au Soudan du Sud, certaines fillettes n'ont que 12 ans. Lorsqu'elles sont forcées de se marier, la tradition veut que le futur époux paye une dot en argent liquide ou encore avec des troupeaux de vaches destinés aux parents de la mariée. Mais dans un contexte de pauvreté extrême, les jeunes filles sont souvent jetées dans les bras du plus offrant. Conséquence, elles sont souvent victimes d'abus sexuels et ne reçoivent aucune éducation. Stéphanie Braquet, Duncan Woodside. Elle vit dans ce gourbi d'un quartier populaire de Djouba. Angelina s'est mariée 2 fois. Son premier époux avait 37 ans, elle en avait 13. Elle a accouché d'une fille l'année suivante. C'est douloureux.
Je suis désolée. Ce qui me fait de la peine, c'est que je n'ai pas pu continuer l'école, obtenir un diplôme pour gagner suffisamment d'argent et aider ma famille. Car pour son mari, pas question qu'elle étudie. Traumatisée par ce mariage forcé, qui a duré 10 ans, Angelina s'est promis que ses filles ne subiraient jamais le même sort. Si l'homme que je marie se fiche de moi, eh bien moi non plus je ne m'intéresserai pas à lui. Je serai éduquée, j'aurai un travail. Je peux m'occuper de moi. La pauvreté pousse de nombreux parents à marier leurs filles très tôt pour toucher l'argent de la dot, d'autant que ces dernières années, le montant exigé par la belle famille a flambé. Traditionnellement, le concept de la dot est une forme d'appréciation, une manière de remercier la famille. Vous l'avez éduquée, c'est une bonne fille. Mais de nos jours, ce n'est plus le cas, c'est juste un moyen de gagner de l'argent. Du coup, pour les jeunes hommes, âgés entre 20 et 30 ans, réunir la somme suffisante afin de se marier est devenu un vrai casse-tête et un objet de discussion incessant entre amis. La pauvreté est un obstacle, étant donné le chômage et les conditions de vie difficiles au Soudan du Sud, seule une minorité a les moyens de se marier. Ils sont à cheval entre deux mondes, le village, où la dot se paye en tête de bétail, la ville, où il faut lâcher de grosses sommes d'argent, et ils se retrouvent à devoir payer les deux. Si on était dans les années 70, tous ici nous aurions une centaine de vaches au plus chacun. Aujourd'hui nous n'avons rien, mais il faut quand même qu'on paie la dot. Ça va me coûter cher si je veux une femme éduquée. Les parents me feront payer ce qu'ils ont payé pour elle. Ils ne le diront pas, mais ça sera quelque part dans la facture. Il faut s'en occuper. C'est du sérieux. Et quand on leur demande ce que l'amour vient faire là-dedans, ils sont unanimes. C'est un élément qui ne pèse pas bien lourd en comparaison des pressions économiques et sociales auxquelles ils font face pour trouver la femme de leur vie. Voilà, c'est la fin de cette édition. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro du Best of de France 24. Merci de votre fidélité.